Alors, dans cette épreuve Écricom 2009, dans la partie 1, on a étudié un cas particulier. Euh, on doit montrer qu'une certaine matrice 4-4 est diagonalisable. À vue de nez, la matrice est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable. Et cette question se fait comme ça. Par contre, ensuite, on doit vérifier qu'elle vérifie un polynôme annulateur en faisant t cube, ce qui est pénible. Hein. Mettre une matrice 4-4 au cube égale 4t, c'est pénible mais pas difficile, c'est long. Qu'en déduit-on sur les valeurs propres? Que les valeurs propres vérifient la même relation polynomiale, c'est-à-dire x cube égale 4x. Autrement dit, les valeurs propres c'est 0 et 4. Non, pas 4, 2. Puisque 2 au cube est égal à 4 fois 2. Donc à la lecture de l'énoncé, on devine déjà les valeurs propres de t. Ensuite, déterminer une base de l'espace propre associée à la valeur propre 0. Clairement, au vu de la matrice, on voit tout de suite que C1 plus C4 vaut 0, C2 plus C3 vaut 0, elle est triviale leur matrice 4-4. C'est un peu parce que comme c'est des boulets en diagonalisation, dès qu'ils ont une matrice 4-4, faut qu'elle soit triviale, sinon ils n'y arrivent pas. Ok, alors le rang, il n'y aura pas de problème pour le calculer, enfin bref. Question 4, calculer t de x1 et t de x2. Vous savez quoi, je parie que x1 et x2 sont des valeurs propres de t pour la valeur propre 2. On fait le pari? Et 5, surprise, expliciter alors une matrice inversible P, une matrice diagonale D, telle que T égale P, D, P-1. Autrement dit, il diagonalise. Et il précise qu'il ne demande pas le calcul de P-1. Ouais, au cas où on serait courageux et où on voudrait le calculer, mais il faudrait être fou, on n'en a pas besoin. C'est pas trop cool d'appeler une matrice T comme triangulaire alors qu'on veut la diagonaliser. J'ai eu peur quand j'ai vu T. J'aurais pu l'appeler M ou autre chose, quoi. Enfin bref. Comme remarque, clairement, ils veulent diagonaliser cette matrice, et du coup, ils le font en 4 questions. Il y a le 2, le 3, le 4 et le 5 pour diagonaliser une matrice. Et alors, surprise, ils n'utilisent pas la méthode classique. Regardez, ils calculent pas le rang de t moins lambda et 4, ni le déterminant de t moins lambda et 4 si on était dans une autre section que CS. Bah ouais, parce que c'est trop innommable. Alors qu'est-ce qu'ils font comme ils n'y arrivent pas avec leur méthode pourrie? Ils essayent d'emprunter à la méthode moderne leur technique. Donc par exemple, ils essayent de deviner leurs valeurs propres, mais comme ils savent pas comment faire, du coup ils sont obligés de calculer le cube d'une matrice 4-4, quelle horreur, pour trouver un polynôme annulateur, pour en déduire que les valeurs propres c'est 0 et 2, mais sinon ça y est, on peut le deviner tout seul comme des grands, avec la bonne méthode. Et comme ils savent pas non plus trouver des vecteurs propres, qu'est-ce qu'ils font à la question 4? Ils font comme nous. Ils intuitent des valeurs, des vecteurs propres, et puis ensuite on va vérifier que ça marche. Autrement dit, le dogme en France, c'est de diagonaliser avec la matrice classique, mais dès qu'on leur file les matrices 4-4, il n'y a plus personne, et du coup, ils essayent d'être astucieux. En fait, ils nous empruntent des techniques de la matrice, de la méthode moderne de diagonalisation pour essayer d'y arriver. Bon, la bonne méthode consisterait à directement utiliser la méthode moderne de diagonalisation. Et là, en une ligne, en 5 lignes, et en une question, on la diagonaliserait. Ok, maintenant, l'objectif pour nous, c'est de rentabiliser. C'est-à-dire, on va utiliser nos connaissances supérieures et notre savoir-faire pour marquer le plus de points possible en le moins de temps possible. Et donc, on va faire notre bins habituel, et on va en déduire la question 2, 3, 4 et 5. La question 1, on pourrait en déduire un bout de la question 1 aussi, mais bon, c'est tellement rapide de dire que c'est une matrice symétrique réelle et donc elle est diagonalisable que, on va pas y gagner grand chose. Mais on pourrait. En fait, les seules parties de ces questions-là que on ne va pas pouvoir faire rapidement avec notre méthode, c'est le vérifier que t cube est égal 4t, que je vous suggère de passer à l'allégramme. Ne le faites pas ça, parce que calculer t au cube ça va vous prendre des plombes, vaut mieux aller faire 2 ou 3 autres questions ailleurs plutôt que faire t au cube égale 4t. En plus on n'en a pas besoin pour diagonaliser, on sait faire 100. Ils nous ont tout donné, on sait qu'il y a 0 valeur propre, on sait qu'il y a 2 valeurs propres, ils nous ont donné 2 valeurs propres à mon avis pour 2, et on a deviné déjà 2 vecteurs propres pour 0. Donc ne vous prenez pas la tête avec t au cube égale 4t, gardez-vous-le pour plus tard si vous vous ennuyez par exemple. On va déjà dire que M2 de R est un R espace vectoriel. C'est un espace vectoriel de référence. Il est de dimension 4 même.
on a le même au départ et à l'arrivée surtout. Ensuite, il faut que j'explique que j'ai une application là, et donc si je prends une matrice de M2 de R, eh bien j'ai le droit de faire AM, puisque une matrice de M2 de R fois une matrice de M2 de R, c'est une matrice de M2 de R, une matrice de 2 quoi. J'ai le droit de faire MA aussi, et donc AM moins MA appartient à M2 de R. Autrement dit, phi est une application. Puisque chaque matrice de l'espace de départ a bien une image dans l'espace d'arrivée qui est bien dans M2 de R. Il nous reste juste à faire la linéarité. Et donc on va prendre M et N au départ, donc dans M2 de R. On va prendre lambda et mu dans R2. Et on va faire le calcul habituel pour la linéarité, à savoir on va faire phi de lambda m plus mu n. Alors il faut utiliser la définition qui est donnée ici, ça c'est phi de m par définition. Donc on va trouver a fois lambda m plus mu n moins lambda m plus mu n, il faut copier ce pâté là partout à la place de m là-dedans, fois a. On va utiliser la distributivité à droite et la distributivité à gauche de la multiplication matricielle pour dire que ça fait lambda, enfin am plus mu an, puis la loi du scalaire mobile, tant qu'on y est, moins lambda ma moins mu na. Ensuite, on rassemble les lambda ensemble à gauche, ça fait am moins ma. On rassemble les mu à droite, ça fait AM, AN, j'ai mal écrit, N ça, moins NA, et on obtient effectivement lambda phi de M plus mu phi de N. Et donc à l'issue de cette démonstration, on a montré que phi est une application linéaire, enfin un endomorphisme de M2 de R. Et donc à l'étape suivante, on va calculer sa matrice. Pour écrire la matrice de phi dans la base canonique, donc on va d'abord dessiner la matrice. On va mettre au crayon de papier la base de départ, mais dans phi, en haut. Donc leur base s'appelle V1, V2, V3, V4. On va mettre la base d'arrivée sur la droite, c'est V1, V2, V3, V4. Et on va calculer. Et donc phi de V1, ce calcul nous est conseillé par cette méthode-là. On va devoir faire A fois V1 moins V1 fois A. Autrement dit, je dois faire la matrice. Alors, V1 c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Je vais faire ça un peu de tête parce que j'ai pas trop la place sur mon tableau. Alors il faut que je fasse gne. Alors quand je fais 1 fois 0, en fait ça va me donner la première ligne et ensuite ça va me donner une ligne de 0. Ensuite quand je vais faire... alors attendez, j'ai peut-être dit une bêtise là parce que j'ai peut-être fait V1. J'ai trouvé le moyen de faire V1 fois A. Ça c'est V1 fois A. Donc quand je fais A fois V1, sur la première colonne, je prends toujours le premier nombre, donc ça me donne 1. Sur la deuxième colonne, j'ai des 0. Donc en fait, ça me donne la matrice 0, moins 1, 1, 0. Et donc 0 fois V1, moins 1 fois V2, 1 fois V3 et 0 ici. Quand on fait phi de V2, alors V2 c'est le 1 qui est en haut à droite. Alors on va faire A fois V2 moins V2 fois A, ça prend un petit peu de temps du coup. Sur la première colonne, en faisant A fois ça, je vais obtenir 0. Sur la deuxième colonne, je vais obtenir le premier nombre, c'est-à-dire 1. Maintenant quand je fais V2 fois A,
je vais avoir une ligne de 0 ici. Et par contre, en haut, je vais obtenir le deuxième nombre, c'est-à-dire celui-là. Et donc, je trouve moins 1, 0, 0, 1. Ce qui me fait donc un moins 1 ici. Moins 1 fois V1. 0, 0 et 1. Alors, j'ai plus beaucoup de place, alors je vais faire ça là maintenant. Phi de V3, donc encore une fois, c'est A. Donc, c'est un peu pénible les calculs parce qu'il y en a beaucoup. Fois A. Alors V3, attention, c'est cette matrice où on a un 1 en bas. Donc quand je fais fois A, j'ai 1, 1, 1 fois ça. Donc sur la première colonne, je vais obtenir 1, là des 0. Ici, quand je fais V3 fois ça, là j'ai des 0. Ensuite, je vais obtenir 1 et 1. Et on trouve au final 1, 0, 0, moins 1. Donc 1, 0, 0, moins 1. Et pour terminer, phi de V4, on fait A fois V4 moins V4 fois A. Comment dire, cette fois, donc V4 c'est la matrice 0, 0, 0, 1. Donc quand je fais A fois V4, il y a des 1 partout, j'obtiens là des 0, là des 1, moins V4 fois 1, là j'ai une ligne de 0, et là j'ai des 1 partout. Et donc on obtient 0, 1, moins 1, 0. Et donc sur notre dernière colonne, on a 0, 1, moins 1, 0. Donc c'est un petit peu long parce qu'il faut faire tous ces calculs-là. Mais vérification, tchac, tchac. On a bien la bonne matrice. Voilà. Et alors pour clore cette question, on peut remarquer que, alors je vais lui donner un nom, je crois que c'est T. Donc pour prouver qu'elle est diagonalisable, on pourra dire que T est symétrique réel. Donc diagonalisable. Et donc on vient de traiter toute la première question, il fallait faire tout ce bin cela. Montrer que c'est une application linéaire et trouver la matrice. Moi j'aurais bien fait ça en 2 questions parce que ça fait beaucoup là. Et en plus montrer que c'est diagonalisable, ça fait beaucoup pour une seule question. Alors maintenant, pour les 4 prochaines questions, on va faire notre propre bins parce que leur découpage en question, c'est un peu naze en fait, et ça nous fait perdre du temps. Et donc on va marquer d'une pierre 4 coups en faisant notre bins habituel. En fait, ils veulent montrer que c'est diagonalisable, ils veulent la diagonaliser en fait, mais ils s'y prennent à une lenteur d'escargot. Et puis nous, avec la ruse, on a déjà deviné plein de choses. Et donc par exemple, on a juste besoin de dire que, bah oui, on a deviné que la colonne 1 plus la colonne 4 fait 0, que 0 est valeur propre pour le vecteur propre 1, 0, 0, 0. Donc on va juste faire le calcul. Alors ça fait quoi? Ça fait 0 plus 0, moins 1 plus 1, 1 plus, 1 moins 1, 0 plus 0. Et alors, on va l'appeler x1 celui-là. Et alors, oh surprise, ça fait 0 fois x1. Donc x1 est vecteur propre de A pour lambda égale 0. On en a trouvé un. Trouvons-en un autre maintenant. On a vu que C2 plus C3 fait 0. Alors, c'est parti pour la vérification. C2 plus C3, ça fait 1, 1, 0, 0. Et donc, quand on fait le calcul, on trouve moins 1 plus 1, 0 plus 0, 0 plus 0, 1 moins 1. Et donc, on trouve, appelons celui-là x2, on trouve 0 fois x2. Et donc, x2 est pareil, un vecteur propre de A pour lambda égale 0. Alors maintenant, à la ruse, on a deviné 2 autres vecteurs propres, je pense, dans l'énoncé. Ils nous disent de prendre 1 moins 1, 1 moins 1. Enfin, ils nous le disent pas. Ah d'ailleurs, j'aurais pas dû les appeler x1 et x2, je vais les appeler x3, parce que x1 et x2 sont déjà pris dans l'énoncé. Et x4, voilà. Il parle de x1 et x2. Ok. Et donc, il nous suggère de prendre leur x1 là, qui fait 1 moins 1, 1 moins 1. Et donc, voyons voir ce que ça donne.
Mais je parie que ça va être des vecteurs propres pour la valeur propre 2. Alors faisons le calcul. Alors ça fait 1 plus 1. Oh, surprise. Ensuite, ça va faire moins 1, moins 1. Oh. Ensuite, on trouve 1 plus 1. Et pour terminer, on trouve moins 1, moins 1. Alors ça, j'ai bien l'impression que ça fait 2 moins 2, 2 moins 2. Et oh, étonnamment, ça fait 2 fois x1. Alors ça, c'était x1. Donc on a bien deviné, hein. x1 est un vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 2. La ruse, ça marche bien. Et donc on va faire la même chose avec le vecteur x2 dont il nous parle dans l'énoncé là. 1, 1, moins 1, moins 1. 1, 1, moins 1, moins 1. Donc ça c'est x2. Et donc que nous donne ce calcul-là? Ce calcul-là donne moins 1, moins 1. Donne 1. Alors attendez. Ça fait moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Ensuite, je vais avoir 1 plus 1. Et pour terminer, en faisant mieux, j'ai 1 plus 1. Ça fait donc moins 2, 2, 2. Et oh, surprise, ça fait exactement 2x2. Et donc, on a trouvé que x2 est un vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 2. Bon, on a fini la diagonalisation. On a trouvé deux vecteurs propres pour la valeur propre 0 et deux vecteurs propres pour la valeur propre 2. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Et donc, on peut dire que A est diagonalisable. Ça, on le savait déjà. Mais donc, on aurait pu traiter un bout de la question 1 avec ce bout-là. C'est pas grave, hein, ça nous prend 3 trucs en plus. Et en plus, on a A égale P dp-1, surtout ça c'est la partie intéressante qui va nous donner la question 5, avec, alors ils ne demandent pas que la matrice diagonale soit classée dans un sens particulier, ils veulent juste une matrice diagonale, une matrice P. Ok, bon alors on va faire propre, on a 0, 0, 2, 2, on n'a qu'à mettre 0, 0 et 2, 2 dans cet ordre là pour la matrice diagonale, et pour P, pour 0 on a trouvé 1, 0, 0, 1, pour le deuxième, on a trouvé 0, 1, 1, 0. Ensuite, les autres, c'est ceux qui nous les ont donnés quasiment. On a 1, moins 1, 1, moins 1. Et pour terminer, on a 1, 1, moins 1, moins 1. Ok, et donc on a diagonalisé la matrice 4, 4 en, je pense, un temps un peu record. Hein. 4 lignes pour montrer que on a trouvé 4 valeurs propres et 4 vecteurs propres qui vont avec, et une ligne de conclusion pour donner la matrice D et la matrice P. Donc ça nous donne 5 lignes. Et en fait, grâce à la ruse, on a pu speeder comme des malades sur la partie recherche. Alors maintenant, mine de rien, il faut qu'on rentabilise notre effort en attrapant tous les points des 4 questions qui suivent. Et donc je vais effacer un bout du tableau pour montrer comment on peut rédiger pour attraper tous les points. Donc à noter que le bout ici, ça donne la solution à la question 4 déjà. Ensuite, une base de l'espace propre. Donc le bout ici donne la solution à la question 3, puisqu'on a trouvé une base donnée par ces deux vecteurs-là de l'espace propre associé à la valeur propre 0. Qu'en déduit-on sur les valeurs propres de t? Nous, on a, enfin bon, la question 2, ça sera pas un peu particulier, mais en tout cas, on a déjà fait la question 3, la question 4, et ici, on vient d'attraper, j'ai plus trop de, comment dire, de place. Ici, on vient d'attraper le résultat de la question 5, et ici, on a un tout petit bout de la question 1, le petit bout à la fin. On a montré que A était diagonalisable puisqu'on l'a diagonalisé.
Donc sur ma copie, en fait, après avoir fait ce calcul, bah, je ferai une phrase pour insister lourdement pour que le correcteur se rende bien compte que j'ai traité toutes ces questions-là. Hein, il faut pas prendre le risque qu'il le voit pas. Donc il faut insister lourdement. Et je dirais, en conclusion, nous avons d'une part montré que ax3 est égal à 0 et que ax4 est égal à 0, de sorte que x3 et x4 forment une base de l'espace propre associé à la valeur propre lambda égale 0. Nous avons donc ce qui nous donne le résultat de la question 3, ce qui était demandé à la question 3. Ensuite, nous avons montré que ax1 est égal à 2x1, ax2 est égal à 2x2, ce qui donne la réponse à la question 4, et nous avons diagonalisé A pour donner la réponse à la question 5. Donc bon, bah faut tourner la phrase de telle sorte qu'on n'ait pas des masses à écrire, mais normalement on attrape la question 3, la question 4, la question 5. Voilà, ça fait déjà 3. Alors ensuite, c'est déjà pas mal, hein. Vu le temps qu'on y a passé, on vient déjà là en 5 minutes de faire 3 questions. Et donc c'est assez, comment dire, performant. Donc on a fait les choses à notre sauce. Donc bon bah on aurait pu éventuellement, vous voyez, mettre un 3 ici et faire la question là, mettre un 4 ici et faire la question là, et mettre un 5 ici et faire la question là. En fait, comme vous pouvez le remarquer, ils ont utilisé notre technique de diagonalisation moderne des matrices. Voilà. Donc je pense que c'est très facile. J'ai même pas besoin de faire une phrase de conclusion. Il suffit juste que je présente en mettant le 3 ici, le 4 là, le 5 là, et finalement on l'a fait dans l'ordre. Et on a réussi à attraper les points de toutes les questions en utilisant notre méthode habituelle. Voilà, donc je pense que ça serait la meilleure présentation. Tchac, tchac, tchac. Alors on pourrait se poser la question du ils veulent l'espace propre pour lambda égale 0 et à ce moment-là on ne connaît pas encore sa dimension. On pourrait éventuellement calculer le rang de cette matrice-là. Le rang est égal à 2. Et donc avec ce calcul on a trouvé des vecteurs propres et avec le calcul du rang qui est trivial, on en déduit que la dimension de l'espace propre qu'on cherche c'est égal à 4 moins 2 égale à 2, et donc on a bien trouvé une base de vecteurs propres de cet espace propre là. Enfin bref, on a répondu à la question. Alors, bah, pour faire ce calcul, il faut faire ñ. Et donc on a juste 16 nombres à calculer ici pour calculer t au carré. Yeah. Ça veut donc dire que... alors on a 16 nombres, mais pour chaque nombre on doit faire 4 multiplications, donc ça veut dire 64 multiplications, et on a 3 additions. Donc ça veut dire on a juste 48 additions à faire et 64 multiplications. Et après on devra recommencer, donc ça fait 128 multiplications et 96 additions. Waouh, on va y passer du temps, hein. Donc bah, je crois qu'il va falloir que j'essaye d'aller un peu vite. Alors je vais en profiter pour vous donner des trucs pour multiplier plus rapidement. Et donc par exemple, ici sur la première ligne, vous allez faire ça avec ces nombres-là. Et donc le premier nombre n'intervient pas, le dernier nombre non plus. On prend moins le deuxième nombre et plus le troisième nombre. Ce qui veut dire qu'on fait moins la deuxième ligne plus la troisième ligne. Pour choper ça ici. Donc moins ça plus ça. Donc on va trouver 2, 0, 0. Alors moins ça plus ça. Moins 2. Alors là c'est différent. Ici on fait moins le premier nombre quand on fait ça. On prend pas les deux suivants et plus le dernier. Ça veut dire qu'on fait moins la première ligne plus la dernière ligne. Alors, moins la première ligne plus la dernière ligne, ça va faire 0, 2, moins 1, 0. Vous voyez, ça permet d'accélérer un peu en faisant les calculs 4 par 4, c'est quand même plus cool. Ici, vous savez quoi? C'est l'opposé de la ligne là, donc je vais pas la recalculer. Le résultat, ça va être l'opposé de celle-là. Ça fait moins 2, 1, 0. Faut être malin, sinon on va mourir. Et là, c'est l'opposé de cette ligne-là. Donc le résultat va être l'opposé de la ligne du dessus. Donc on va obtenir ceci. Yeah! Ok, on s'est pas trop mal démerdé. Alors maintenant, il faut que je fasse encore une fois ceci. Alors il faut que je prenne 2 fois la première ligne. Ensuite 0 fois la suivante, 0 fois la suivante et moins 2 fois la dernière. Donc 2 fois celle-là, moins 2 fois celle-là. Donc ça va me faire avec des autres couleurs. Alors, 2 fois la première ligne, moins 2 fois la suivante. Ça fait 2,
2 fois la première ligne. Donc moins 2, 2 fois la première ligne, moins 2. Oula, ça me plaît moyen. Ah oui, mais il faut que je fasse quand même 2 fois celle-là, moins 2 fois celle-là. Ah oui, j'ai fait une bêtise, certainement. Parce que sinon, ça me donnerait pas ce à quoi je m'attends. Donc, 2 fois la première ligne, moins 2 fois la dernière. Donc ça fait moins 2, bah ouais, ça fait quand même 0. 2 fois ça, moins 2, ça fait moins 4. 2 fois ça, moins 2 fois ça, ça fait 4. 2 fois ça, moins 2 fois ça, 0. En fait, c'est du calcul par ligne, c'est un peu accéléré. Donc ici, il faut que je fasse 0 fois le premier nombre, 2 fois le second nombre, moins 1 fois le troisième, 0 fois le dernier. Donc ça fait 2 fois la ligne 2, moins 1 fois la ligne 3. Donc 2 fois la ligne 2, moins 1 fois la ligne 3. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi on a un moins 1? On a dû faire une erreur ici, je vais vérifier. Donc voyons voir. Donc ici, sur cette ligne-là, je devais faire moins la première ligne, plus la dernière, et donc c'est un moins 2. Et puis là, on avait l'opposé, c'était 2. Donc vous voyez, en plus, sur ce genre de question qui est super bourrin, on fait des erreurs de calcul. Yeah! Trop cool. Donc, en tout cas, 2 fois la deuxième ligne, moins 2 fois la troisième. Et donc là, on va trouver donc un moins 4, 0, 0, 2 fois celle-là, moins 2 fois celle-là, un 4. La ligne du dessous, c'est l'opposé, alors faut pas s'être vautré avant. Donc on va avoir 4, 0, 0, moins 4. Et pour terminer, ici, on fait moins 2 fois la première, plus 2 fois la dernière. Donc on va obtenir 0, 4, moins 2 plus 2, moins 4, 0. Fouf! Alors j'ai vraiment fait les calculs, hein, je suis pas en train de bluffer. Et quand je regarde le résultat, je me dis que ça, c'est 4 fois la matrice qui est au-dessus et qui est la matrice T. Hein. Et donc ouf, on trouve 4T! Puisque ça, c'est aussi la matrice T au cube. Et donc, on est arrivé au bout de nos calculs. Alors, bah ouais, 128 multiplications, 96 additions. Bon, nous, c'est pas qu'on a triché. On a utilisé notre connaissance supérieure du calcul matriciel pour faire les calculs ligne par ligne. Et puis, on a optimisé les résultats en disant, bah, le résultat, ça va être l'opposé, blablabla, tout ça, quoi. On n'a pas triché. Hein. En fait, pour bien intégrer, on utilise son savoir-faire et ses connaissances pour aller plus vite que les autres. C'est le principe. Donc la matrice T vérifie une équation polynomiale. En fait, ça veut dire que si je prends le polynôme P de x égale x au cube moins 4x, et ben j'ai P de T qui vaut 0. Ça veut dire que P est un polynôme annulateur. C'est un polynôme annulateur de T. Alors les polynômes annulateurs, c'est un truc presque inutile. Le seul intérêt d'un polynôme annulateur, c'est de permettre de montrer qu'une matrice n'a que certaines valeurs propres. Donc ici 0 et 2 qui sont les racines de ce polynôme du troisième degré. Alors dans ce sujet, il n'y a aucune raison d'introduire un polynôme annulateur puisque un polynôme annulateur ne sert réellement qu'à montrer qu'une matrice n'est pas diagonalisable. Comme elle est diagonalisable, on se demande ce que vient faire un polynôme annulateur ici. On pouvait faire 100 quoi. La preuve, on a fait 100 nous. Mais bon, comme les gens ne savent pas diagonaliser avec la méthode classique, bah ils essayent de se raccrocher à toutes les bouées qu'ils peuvent trouver. Et donc bah du coup, ils font des polynômes annulateurs, truc complètement hallucinant. Je veux dire, à qui ça viendrait l'idée de faire de mettre une matrice 4-4 au cube pour la diagonaliser, alors qu'on peut y arriver en moins de 2 minutes. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Ok, en tout cas, par contre, sur les polynômes annulateurs, il y a un résultat qui est extrêmement important. C'est le fait que si vous avez un vecteur propre pour une matrice, donc il vérifie cette relation fondamentale-là avec un x qui est non nul. Et donc cette relation est fondamentale et elle permet de simplifier beaucoup de choses. Et donc le bon plan ici, c'est de multiplier cette relation-là par la droite par x pour obtenir que t au cube fois x est égal à 4tx. Et bien sûr, comme on sait que tx fait lambda fois x, ensuite on peut simplifier. Donc ça fait lambda fois x. Et de ce côté-là, ça fait t au carré fois tx. Donc ça fait t au carré fois lambda x. Et le lambda, on peut le faire passer devant pour écrire que ça fait lambda t fois tx.
Donc encore une fois, on peut dire que ça fait lambda fois t lambda x. Enfin bon, vous avez compris le truc. Le lambda encore passe devant. On trouve lambda au carré fois tx. Et là, on obtient lambda cube fois x. Moralité, on a que lambda cube fois x est égal à... j'ai oublié le 4 là. À 4 lambda x. Mais comme x est non nul, hein, vous voyez, ça fait lambda cube moins 4 lambda fois x égale à 0. Et donc on comprend en fait que, je vais écrire là en gérant mal mon tableau comme d'habitude, que forcément on a lambda cube qui vaut 4 lambda. Et donc c'est le résultat super important avec les relations polynomiales vérifiées par les matrices, les polynômes annulateurs. Autrement dit, si P est un polynôme annulateur de T, et ben les valeurs propres de T sont des racines de P. Alors attention, c'est une implication, c'est pas une équivalence. Ça veut dire que si T vérifie une relation polynomiale, alors ses valeurs propres vérifient la même relation polynomiale. Autrement dit, si T vérifie une relation polynomiale, ses valeurs propres sont racines de ce polynôme. Et donc ça permet d'éliminer des suspects et de savoir que il n'y a que quelques valeurs possibles pour les valeurs propres. Alors ici, vu que le polynôme est trivial, hein, c'est un polynôme du 3e degré, mais on sait le factoriser sans problème parce que on voit direct que 0 est racine, donc on peut factoriser un x, il nous reste x2 moins 4, et on voit tout de suite que le polynôme c'est x fois x moins 2 fois x plus 2. Est-ce qu'on voit sur mon tableau ? Et donc du coup, ce qu'on peut en déduire, c'est que les valeurs propres de t appartiennent à l'ensemble. On peut avoir donc moins 2, 2 ou 0. Et donc ce genre de renseignement, c'est particulièrement utile quand on veut montrer qu'une matrice n'est pas diagonalisable. Mais là, nous, on savait que c'était 0 et 2 a priori. Enfin, on a trouvé que c'était 0 et 2. Donc celle-là, elle ne sert pas, par exemple. Enfin bref. Donc ça permet d'éliminer les suspects et de réduire les suspects pour les valeurs propres d'une matrice. Donc là, il y avait que 3 valeurs possibles. Et en fait, celle-là est impossible. Il n'y a que 2 et 0 pour t.